très honnêtement, et en toute modestie, j'ai pas vraiment le trac non plus. Même s'il y a un président de la République, il y a le live, on n'a pas le droit à l'erreur. On a toujours le droit à l'erreur. Parce que nous ne sommes que des hommes. Vous décrivez comme étant un journaliste économiste ou bien politique. Et puis pas chercher à être un autre personnage que celui qu'on est vraiment. Ils sont déjà pris, au final. Moi, j'ai pas connu mon papa. C'est ma mère nous a élevés seuls, mon frère et moi. Je pense pas que ma scolarité ait une importance dans ma vie. Évidemment, c'est toujours important, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, ça n'a pas été l'essentiel. La deuxième chose, il faut pas oublier la gueule que j'ai. Une gueule d'arabe. On aurait dit ça, les gens vont le regarder avec des yeux gros comme ça, en disant « mais oh ». C'est osé. Osé. Après ce changement, vous étiez dans la meilleure chaîne internationale. Ouais, au bout de 10 jours, on m'a expliqué que je pouvais pas rester. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Maroc Victoire, le podcast du bureau de lauréat de l'UNCD Jedida qui met en lumière les forces vives du Maroc à travers des trajectoires inspirantes et singulières, des voix fortes et des victoires parfois discrètes et souvent éclatantes de femmes et d'hommes d'exception. Maroc Victoire, c'est fait pour tous les audacieux, les bâtisseurs et les ambitieux. Il est fait pour tous ceux qui aspirent à façonner le Maroc d'aujourd'hui et de demain, Inch'Allah. C'est pour les rêveurs, ceux qui rêvent grand, très grand, chaque jour, et qui ont des nuits plus belles que nos jours. Aujourd'hui, dans Maroc Victoire, nous avons l'immense honneur de recevoir une icône, une voix que des millions d'auditeurs et de téléspectateurs ont écoutée, connue et respectée. Il a connu le sommet de l'info en France. Il a gravi les échelons avec détermination, rigueur et élégance. Notre cher invité, il a porté la parole, transmis les faits et incarné la crédibilité. L'histoire, il y a ceux qui la lisent, ceux qui la font et ceux qui l'écrivent. Notre cher invité, à lui tout seul, il a fait les trois. Il va nous parler aujourd'hui de son passé victorieux, de sa nouvelle direction aujourd'hui et certainement de la recette de sa victoire à lui. Monsieur Rachid Barki, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Je suis très flatté par votre portrait. Merci beaucoup. Et merci d'accepter notre invitation au nom de tous les étudiants du bureau de lauréat de l'UNCG Jedida. Merci beaucoup, monsieur Rachid Barki. C'est un plaisir. Alors, pour commencer, je ne vous cache pas, pour être honnête, j'ai longuement réfléchi avant ce podcast sur la première question. Et quand j'ai réalisé que je serais devant une référence du monde de journalisme qui a interviewé les meilleurs économistes et politiciens du monde entier, j'ai vraiment senti le trac. Donc je me suis dit, autant jouer la transparence et vous poser la question suivante. Est-ce qu'un journaliste comme vous ressent toujours le trac et quel est votre rituel particulier, votre rituel à vous, pour le faire disparaître? On connaît tous qu'il y a des journalistes qui écoutent la musique avant la prise d'antenne, qui discutent avec des collègues, qui embrassent un porte-clés de bonheur. Quel est votre rituel à vous, monsieur Mbarki? Ce que vous venez de décrire là, c'est plus le joueur de football qui, avant d'entrer sur le terrain, ont en général un rituel parce qu'il y a beaucoup de superstitions. Exactement. Moi, j'avoue que j'ai pas de rituel et très honnêtement, et en toute modestie, j'ai pas vraiment le trac non plus parce que je sais qu'en face de moi, j'ai des femmes et des hommes qui sont finalement comme vous et moi. Exactement. Et puis, ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est vrai qu'on peut s'adresser à des milliers, des centaines de milliers de personnes, etc. Mais bon, après, il faut avoir de l'imagination d'abord pour savoir qu'on Exactement. s'adresse à tous ces gens. Et puis, surtout, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas d'enjeu. Je pose des questions. On y répond pas. Mais pour moi, il n'y a pas plus d'enjeu que ça. Donc, le trac, non. L'appréhension, un petit peu, parfois. D'accord. Voilà, mais pas vraiment le trac au sens théâtral du terme. D'accord. Parce que des fois, vous êtes devant des présidents
de République, un président de République, est-ce que même s'il y a un président de République, il y a le live, on n'a pas le droit à l'erreur, il n'y a pas de On a trac. toujours le droit à l'erreur, D'accord, parce que nous ne sommes que des hommes. c'est vrai, c'est vrai. Il faut être sincère dans ce qu'on fait et puis pas chercher à être un autre personnage que celui qu'on est vraiment. D'accord, Parce que les autres sont déjà pris, au final. d'accord. Donc voilà, mais non, mais quelle que soit la personnalité, honnêtement, quelle que soit la personnalité, et voilà, c'est in fine quelqu'un qui a aussi un quotidien, hein, qui a aussi Ça reste un voilà, homme, des hauts, des bas, qui a aussi des peines de cœur, exactement. voilà, des réussites et des échecs, bah, comme nous tous, in fine. Donc, On est tous pareils in fine. ouais. En général, l'enjeu, il est plus pour la personne qui est en face que pour soi-même. C'est vrai, monsieur Mbarki. Donc, on va commencer dès le début, depuis là où tout a commencé. Mhm. Est-ce que vous pouvez, monsieur Mbarki, nous parler de votre enfance, de votre parcours scolaire? Vous êtes né à Toulouse, issu d'une famille marocaine. Mhm. Parlez-nous un petit peu de votre enfance et votre parcours scolaire, votre famille aussi. Alors, moi, je suis effectivement né à Toulouse, d'une famille très modeste. Moi, j'ai pas connu mon papa. C'est ma mère nous a élevés seuls, mon frère et moi. Et puis, c'est une femme Allah yarhamha, Allah yarhamha. qui s'est battue toute sa vie pour qu'on ait une vie meilleure. Et qui avait pour... moi, je me souviens, Mskina, elle me disait, il faut que tu travailles bien à l'école parce que plus tard, je veux que tu travailles dans un bureau. C'était juste ça. Et puis, voilà, donc il fallait de toute façon, que ce soit mon frère ou moi, on avait très petit, on a eu conscience qu'il fallait qu'on lui fasse honneur. Honneur à son combat pour voilà, une femme seule dans un pays étranger qui élève 2 enfants, c'est pas facile. Surtout qu'elle était, savait ni lire ni écrire. Et donc, voilà, c'était quelque chose qui pour elle était très important. Donc, ça ne veut pas dire qu'on était parfait. C'est juste qu'on avait conscience qu'il fallait qu'on La rendre fière. voilà, fallait qu'on lui rende un petit peu de fierté. Ouais. D'accord. Et votre parcours scolaire, monsieur Mbarki? Bah, mon parcours scolaire, il était classique, si j'ose dire. J'ai fait voilà, un parcours scolaire normal, dans le sens où j'étais pas spécialement brillant, j'étais pas spécialement nul non plus, mais voilà. Et puis, ensuite, j'ai fait des études de droit. Euh, bon, c'était une voie qui était un choix un peu par défaut. Mais la matière m'a très vite intéressé. Et puis, mais très rapidement, moi, je faisais 2 choses. C'est-à-dire que je faisais des études et puis je travaillais à côté parce que je voulais aider ma mère. Euh, et puis très très vite, quand même, j'ai commencé à travailler dans le journalisme, par hasard d'ailleurs, mais très très rapidement. Et voilà, donc c'était vraiment un parcours. Je pense pas que ma scolarité ait une importance dans ma vie. Évidemment, c'est toujours important, je dis pas le contraire, hein. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne, ça n'a pas été l'essentiel en fait. D'accord. Et ce choix de droit, est-ce que quelqu'un vous a orienté ou bien c'est juste, Bah, vous avez vu quelqu'un qui a fait le droit et vous avez suivi le même parcours ou comment ça a été non, ça a ce été choix? plus me dire, c'est une voie qui permet d'ouvrir plein de portes. D'accord. Parce qu'on peut faire après du droit toute sa vie, mais ou alors on peut se servir du droit Bien sûr. pour faire d'autres choses. Et ça a été plus dans ce sens-là. Euh, Après, assez rapidement, je me suis dit que voilà, le droit est une matière extrêmement intéressante, mais que j'avais pas forcément envie d'en faire mon métier. D'accord.
Ça voulait pas dire que je savais ce que j'allais faire. Je sais, je sais. Et ce switch vers le journalisme, Mhm. est-ce que votre premier stage, chez Radio France, c'est Ouais. ça? Est-ce que comment vous avez obtenu votre premier stage, Un peu, au- pourquoi ce switch vers le journalisme? un peu au culot et puis la curiosité aussi. J'étais curieux de savoir comment. Voilà, j'avais un intérêt pour le journalisme très fort. Et puis j'avais envie de découvrir, quoi. Et, euh, et donc, ça s'est fait de manière presque naturelle. Et puis très rapidement, j'ai attrapé le virus, quoi. D'accord, donc vous avez postulé naturellement, vous avez, heu L'histoire est plus compliquée que ça, mais je pense pas qu'elle se raconte ici. très bien, très bien. Donc monsieur Mbarki, après, une fois que vous avez rejoint Radio France, comment vous avez trouvé ce monde de médias, de journalisme? Est-ce que vous avez eu des obstacles pour, comment racontez-nous votre première journée ou votre première, Bah, ça a été un petit peu c'était, disons, d'abord, je veux dire, c'était dans une petite rédaction. Et puis, c'était pas comme aujourd'hui, voilà, où chacun est à sa tâche et on a des outils aujourd'hui qui permettent de travailler vite et bien. À l'époque, c'était plus de la débrouillardise qu'autre chose. Donc voilà, débrouillard, je pense que je savais l'être déjà. Donc voilà, donc très vite, ben, je vous dis, moi j'ai attrapé le virus du journalisme, et très vite, je suis monté dans le train de la débrouillardise journalistique de façon à pouvoir apprendre, parce que mon objectif essentiel, c'était d'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre le maximum possible pour peut-être en faire quelque chose, parce que je n'en étais même pas encore certain à ce moment-là. d'accord. J'en étais pas sûr. Mais, Alhamdoulilah, alhamdoulilah. alhamdoulilah. Est-ce que vous vous rappelez d'une personne qui vous a aidé au cours de ce stage, qui vous a tendu la main, qui vous Oui, a inculqué ouais, 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 c'était la rédactrice en chef de Radio France Toulouse, je m'en souviens très bien, et c'était quelqu'un qui était extrêmement bienveillant et avec qui j'ai beaucoup appris. Alhamdoulilah. Et donc après, voilà, après ce qui est difficile quelque part, c'est de se dire à quel moment est-ce que j'ai suffisamment appris pour essayer de voler de mes propres ailes. D'accord. Ça, c'est le plus compliqué. Mais il faut se lancer. C'est comme quand on est au bord d'une piscine et qu'on trouve que l'eau est trop froide, Faut se jeter, mais qu'on a envie de se baigner quand même. Il faut se jeter. faut se jeter. D'accord, merci. Alors, monsieur Mbarki, vous avez été recruté en 1997 à Euronews, Mhm. c'est ça? Juste après Radio France. Alors, pas exactement, non. Alors, Incroyable. après Radio France Toulouse, j'ai travaillé un petit peu pour la radio suisse romande. Après la radio suisse romande, j'ai travaillé pour Média Radio, à Tanger, ici au Maroc. Et c'est après Média que j'ai été à Euronews. D'accord, d'accord. Et euh, ce passage bon, d'une radio régionale, française Mhm. régionale, à une radio un petit peu nationale, vers une chaîne internationale comme Euronews, ça vous a un petit peu perturbé ou bien, comme vous Non, dites, non, non. Alors, ce qu'il y a, c'est que Média, d'abord, c'est une radio internationale. Donc déjà, j'avais ce côté, disons, presque universel de l'information et de l'actualité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand j'ai basculé à Euronews, non, ce qui était le plus compliqué, c'était le support image, parce que moi, je n'avais fait que de la radio avant. exactement. Et donc là, je me retrouvais confronté à des images. Alors, à l'époque, Euronews, c'était du commentaire sur image. Et on écrivait les textes, évidemment, avec les informations qu'il fallait livrer, et on enregistrait ça sur un support image, ce qui faisait des journaux toute image, qui étaient diffusés sur Euronews, qui en faisait d'ailleurs à l'époque sa spécificité. Et ce qui a été disons, le plus délicat, même si ça s'est fait assez rapidement, ça a été de finalement
switché ma manière de travailler. C'était plus de la radio, c'était de la télévision. Et même si c'était que la voix, on ne voyait pas les visages des uns et des autres, c'était quand même assez différent. Et donc, à partir de là, c'était un challenge quoi, qu'il fallait relever. Mais c'était à la fois un challenge et en même temps, c'était une bonne transition entre la radio et la télévision. Exactement. Et vous avez trouvé certainement une équipe multi, je dirais, culturelle à Euronews. Oui. Il y en a les Italiens, les Espagnols, les Français. Comment vous avez vécu Des ce Français, des choc Allemands, il y a culturel? même eu voilà, des Arabisants à l'époque, puisque la langue Exactement. arabe avait été lancée à ce moment-là. Il y avait, il y avait plein de langues, mais c'était pas un choc. C'était au contraire, L'expérience. c'était une belle expérience. C'est l'auberge espagnole, quoi. Et c'est ça qui est différent parce qu'on s'enrichit finalement des différentes cultures. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on n'a plus. Alors, à ce moment-là, c'est pas ce que je me disais parce que j'étais encore assez jeune et voilà, j'avais une vision des choses peut-être un petit peu différente d'aujourd'hui, mais on s'enrichit de ça et finalement, on quitte cette espèce d'entre-soi qu'il peut y avoir dans les Cette zone de rédactions. On confort. s'ouvre davantage et on a des points de vue complètement différents. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce que chacun tire vers son pays, tire un petit peu les étincelles vers son pays, ou bien on est dans Non, une non, chaîne non, internationale, non, on non, est... c'est pas comme ça que ça fonctionnait. C'est-à-dire que d'abord, tout le monde avait conscience qu'on était dans une chaîne internationale. Et quand il était question d'un pays X ou Y où il y avait un des journalistes issus de ce pays-là, l'Italie, l'Allemagne, voilà, l'Espagne et autres, euh, au contraire, c'était apporter des éléments supplémentaires de compréhension. Parce qu'on n'a peut-être pas la même vision quand on est en France de ce qui se passe En Angleterre. en Allemagne, par exemple, quand il s'agit d'élections dans un Länder, par exemple. D'accord. Et donc, à partir de là, ça permettait d'avoir une meilleure compréhension des enjeux. Et donc, ça permettait d'enrichir finalement l'information qu'on allait donner, qu'on allait livrer. D'accord. Et des fois, on trouve même des journalistes qui ne sont pas issus du pays, mais ils peuvent être un reporter d'un autre pays, Oui, chez un autre pays. oui, oui, oui. Ça aussi, c'est une... Ça aussi, c'est intéressant parce que mais c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est apporter une vision un petit peu, neutre. pas neutre, mais une vision différente du pays. Je dirais pas neutre parce que on C'est avance toujours, relatif. on avance toujours avec notre vécu, notre culture, notre façon de voir les choses, etc. Subjectif. Donc il y a une forme de subjectivité, mais après il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert pour se dire voilà, je vais découvrir quelque chose et je dois laisser mes préjugés À derrière côté. moi. Mais finalement, des préjugés, on en a tous, hein. Donc c'est en ça que c'est un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut quelque part se faire violence. Mais c'est bien, C'est bien, bien c'est sûr. bien, Bien sûr. c'est se remettre en question. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Monsieur Mbarki, Euronews à l'époque, c'était l'épopée. C'était parmi les meilleures Ouais, chaînes ouais, internationales. ouais, Je me exact. rappelle de mon enfance, la première chaîne que mettait mon père, c'était Euronews. Mhm. Je me rappelle d'un truc, no comment, les images Ouais, passent et ouais, ouais, tout. ouais. Je me No rappelle de comment, mon ouais, enfance. No qui a été comment, emblématique. exactement. Mais après, soudainement, vous avez, bah, je dirais pas soudainement, c'est relatif, c'est subjectif. Vous avez changé vers Bloomberg, c'est ça? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi ce changement? Vous étiez dans la meilleure Alors, chaîne ouais, internationale? alors c'était un peu par défaut, si j'ose dire. C'est-à-dire que, voilà, d'abord, Euronews, j'y suis resté pratiquement 3 ans. Donc j'avais eu le sentiment d'en avoir fait le tour. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à ce moment-là, c'était en 2000, j'ai été approché par une radio pour occuper des responsabilités. J'avais dit OK, tout ça. On avait fait plein de démarches, plein d'entretiens, etc. Ça fonctionnait très bien.
Et puis, quand j'ai été dans cette radio, que je ne citerai pas parce que ça sert à rien, au bout de 10 jours, on m'a expliqué que je pouvais pas rester. En fait, simplement, c'est parce que le poste qu'on m'avait confié était convoité par d'autres personnes de la rédaction et de voir arriver quelqu'un de l'extérieur, ça leur plaisait pas du tout. Et ils ont mis la pression sur la direction pour que, ce poste soit à nouveau libéré et c'est moi qui en ai fait les frais. Bon, après, voilà, c'est la vie. Il se trouve que, un des rédacteurs en chef d'Euronews était lui aussi parti. C'est lui qui m'avait recruté à l'époque à Euronews et il était, directeur de la rédaction francophone de Bloomberg et c'est lui qui m'a dit: «Allez viens, heu, viens nous rejoindre» et c'est comme ça que je me suis retrouvé, sur Bloomberg Télévision, qui était une chaîne très, très intéressante, chaîne économique et financière, mais c'était, en plus à un moment de basculement. C'est ça qui était intéressant, c'est parce que j'ai participé, modestement bien sûr toujours, mais à ce moment de basculement de cette chaîne qui était typiquement, boursière, c'est-à-dire qu'elle n'intéressait Économique. qu'à la finance. Et à ce moment-là, il y a eu en 2001, ce qu'on sait tous, hein, l'attentat du World Trade Center. Et finalement, ce qui, pris comme ça, est en dehors de tout sentiment, de toute émotion et tout, c'est une information générale. Sauf que cette information générale, elle a eu des implications économiques et financières. Et donc là, ils se sont dit: «Oh, OK, donc là, ça peut être intéressant». Et après, tout le ballet diplomatico-guerrier qu'il y a eu, derrière était intéressant parce que ça faisait, vaciller les marchés suivant les propos des uns et des autres. Et donc, voilà, donc c'était ça un petit peu l'enjeu, heu, pour Bloomberg Télévision et voilà, donc j'ai un peu participé à ça et c'était assez intéressant. C'était assez intéressant à Un faire. petit peu, c'est comme si on a réorienté la chaîne, la vision de Oui, la chaîne. un petit peu, ouais, un petit peu. Pas complètement parce que ça restait une chaîne à Économique, oui. vocation économique et financière, mais voilà, il se passait aussi d'autres choses. D'accord. La chaîne avait son siège en France. Alors il y avait un bureau, effectivement à Paris, D'accord. et Et vous y travaillez. c'est là que j'étais, ouais. Je reviens à Euronews, elle avait aussi son siège. Alors non, Euronews, c'était à Lyon. C'est toujours à Lyon d'ailleurs, heu D'accord, donc là, c'était, cette fois à Paris. très bien. Donc, en parlant d'orientation et de vision de Bloomberg, Bloomberg a une vocation financière et économique. Est-ce que vous êtes un, vous décrivez comme étant un journaliste économiste ou bien politique? Ni l'un ni l'autre. Je suis un journaliste, On vous a connu, généraliste. on vous a connu, on vous a connu, je ne sais pas, je peux me tromper, sur plusieurs sujets économiques. Oui, Vous êtes connu pour être un expert en économie. alors expert peut-être pas, mais Ah, enfin moi j'ai toujours un problème avec l'expertise. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais non, moi je suis généraliste, c'est-à-dire que, je m'intéresse à ce qui m'intéresse, grosso modo. d'accord. C'est idiot de dire ça comme ça, mais non, je suis généraliste dans le sens où, hem, j'ai occupé plein de postes complètement différents, dans des, spécialités entre guillemets, différentes. Et voilà, c'est une question d'adaptation, de compréhension, de curiosité et d'envie. Vous avez rejoint BFM TV. Oui. Donc, BFM TV, c'était une chaîne, qui connaissait à l'époque, son lancement. Ah C'était oui, je l'ai rejoint, elle n'existait exactement, même pas encore. exactement. Mmh. Est-ce que c'était un pari pour vous de laisser Oui. Bloomberg avec, toute, comment dirais-je? Ce son expertise, je réutilise le mot, pour rejoindre une chaîne qui va commencer, on ne sait pas s'il va réussir ou pas. Donc, c'était un pari pour vous. Ah bah, c'était plus qu'un pari même, ça a été, se jeter dans le vide. Mais Exactement. ça, c'était intéressant parce que d'abord,
Alors, c'est vrai que sur le papier, comme ça paraissait pas très alléchant. Parce que moi, quand on m'a proposé de rejoindre BFM, euh, c'était pour à peu près la moitié de mon salaire. Et c'était voilà, pour quelque chose qui, comment dire, qui n'existait pas, quoi. Donc, qui allait exister. C'était pour monter quelque chose. Donc, c'est quand même un peu compliqué, dit comme ça. Mais en fait, in fine, je m'étais dit à l'époque, c'est rare dans une carrière de participer au lancement d'une chaîne. Ça n'arrivera peut-être qu'une fois. Et ce serait bête de passer à côté. Et je me suis dit, parce qu'on se pose plein de questions à ce moment-là, c'est une évidence. Et puis, je me suis dit, ben voilà, Ça vaut le coup, ça si vaut ça le coup. marche, ben formidable. Et si ça marche pas, je pense pas que pour la suite de ma carrière, on me reproche d'avoir participé au lancement d'une chaîne. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai dit OK, que j'ai signé. Et vous avez signé pour un poste de De responsabilité ou reporter au départ. Ouais, de parce que j'avais envie de faire du terrain. remonter l'escalier encore à Non, nouveau? c'était pas descendre l'escalier, mais j'avais envie de faire du terrain. Donc un poste de reporter au départ. D'accord, ouais. Ça n'est que bien après que je suis devenu présentateur. D'accord. Et comment ça s'est passé, cette expérience? Vous avez participé au succès de la chaîne, beh, un petit peu grâce à vous. Vous étiez une icône irremplaçable de cette chaîne. Il n'y a personne d'irremplaçable, mais non, on fait son travail de manière, comment, comment dire, de manière passionnée. Et à partir de là, en restant soi-même, on, voilà, on donne aux gens ce qu'ils viennent chercher. Et voilà, ça. Et encore une fois, de manière très humble et très voilà, parce que moi, tout ce qui est icône, etc., tout ça, bon, moi, je suis comme tout le monde, hein, je vis comme tout le monde. Il n'y a pas de. Mais nous, à l'extérieur, on vous voit comme une Oui, mais icône ça, c'est pour le nous. miroir grossissant de la télévision, mais c'est tout. Moi, j'ai toujours eu une vie tranquille, Normal. normale. Vivre caché, vivre heureux. Non, bah, c'est même pas ça. Je cherchais même pas à me cacher, mais je cherchais pas non plus à Ah, se briller et autres. jeter Non, ça m'intéresse dans les pas. lumières et Ça tout. m'intéresse pas. Mes priorités sont ailleurs. D'accord. Alors, je vais emprunter le mot de concurrence déloyale entre intra-équipe au sein de BFM TV. Bah, évidemment, évidemment. Bah, il y a pas au début, hein. Au début, voilà, c'était un peu. Euh, c'était complètement différent de ce que c'est devenu après. Voilà, mais au début, c'était une équipe soudée. Et puis chacun respectait bien l'autre, etc. Et puis il y avait pas de difficulté. Mais petit à petit, ben, plus la chaîne montait, ben, plus forcément les égos aussi. Et puis certains qui ont même la tête qui a gonflé, quoi. Quand il y en a certains qui vous voient En train de en percer. train de réussir finalement dans ce que vous faites, avec ce que vous êtes, avec votre style, avec la façon dont vous faites les choses et avec la façon dont vous voyez les choses. Ah ouais, je dis, voilà. Est-ce que c'est votre expérience qui vous a aidé, votre savoir-être ou bien votre savoir-faire? Je pense que Combinaison des 2. alors, il y a plein de choses en fait dans tout ça. Je veux dire, voilà, faut pas se cacher derrière son petit doigt sur plein de choses. Euh, la première chose, c'est que faut pas oublier où je suis. Je suis en France. La deuxième chose, il faut pas oublier la gueule que j'ai. J'ai une gueule d'arabe. C'est à la mode à ce moment-là. Bah oui, c'est un peu à la mode. C'est un peu
C'est bien vu de se dire, bah tiens, on va introduire de la diversité, on va Oui. faire, voilà, etc. On s'intéresse bien sûr à la façon dont vous faites les choses, parce qu'il ne s'agit pas de juste prendre le premier qui passe et le mettre là pour dire, regardez sur le papier, on a réussi, hein, voilà. Mais je ne le perds pas de vue, ça. Je sais bien ce que j'ai fait et je sais bien comment les dirigeants de la chaîne s'en sont servis. Je suis pas dupe, je suis pas idiot. Monsieur Mbarki, quels sont les meilleurs moments qui restent tracés dans votre mémoire, les meilleurs passages, je dirais, les meilleures interviews que vous avez passées dans votre vie, Honnêtement, j'en sais rien. qui vous Parce ont que marqué? non, il y a rien qui m'a spécifiquement marqué parce que dans le cheminement d'une carrière, il y a des étapes, il y a des moments, qui sont complètement différents et qui sont, pas inintéressants les uns, par rapport aux autres. Et donc à partir de là, non, il y a pas de moment crucial, où je me suis dit: «Ah bah tiens, voilà, là, c'est quelque chose, que j'oublierai jamais», ou autre. Non. Je me permets Il y a de il y a il y en a il y en a, ouais, enfin bon, mais après, c'est même pas intéressant d'en parler parce que ça peut être des moments, ça peut être banal, en fait. Mais non, je j'ai pas souvenir d'avoir, des moments, incroyables, de sortir de là et me dire: «Waouh!» non. je vais reposer la question Ouais. d'une autre manière. Le Mmh. moment qui vous a rendu fier. Vous êtes dit: «Ah oui, là, j'ai fait un très bon coup». Ça vous a rendu fier, J'ai fait un très bon coup. une belle prestation, une prouesse pour vous. Non, franchement, et très honnêtement, je sais pas. Je sais pas, simplement parce que, ce métier-là, le métier de journaliste et particulièrement en télé, c'est le cas aussi en radio, c'est dans l'audiovisuel. Je pense que ça doit être aussi le cas en presse écrite. Je suis pas sûr de ce que je dis parce que j'en ai pas fait suffisamment pour pouvoir, avoir, là-dessus une expertise. Mais, même si, il y a, quelque chose qui est, si ce n'est remarquable, du moins remarqué, hem, soi-même, on se satisfait pas de ça. On se dit: «Mais je peux faire mieux encore. J'ai envie de mieux faire». On se remet en question et on voit peut-être, davantage le verre à moitié vide que les autres. Donc on se dit: «Mais ouais, mais là, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu, voilà, aller encore plus fort, encore plus loin, encore plus, voilà, ou raconter les choses différemment». Enfin bon, bref, donc ouais, donc c'est une remise en question permanente. Donc c'est pour ça que je peux pas, véritablement dire: «Ah bah là, ouais, là, ça, putain, voilà, il y a un jeu d'échecs devant nous là. Je là, ça y est, échec et mat». Non, jamais, et encore aujourd'hui. Et ça, c'est une leçon de modestie pour, les jeunes qui nous écoutent, C'est pas de la modestie. C'est c'est vraiment pas de la modestie. C'est vraiment de la remise en question permanente. C'est de se dire: «OK, c'est pas mal, mais faut faire mieux. on peut nettement mieux faire». Vous êtes adepte du proverbe ou de l'adage: «Aujourd'hui, plus que demain et moins, Et plus qu'hier et moins que demain». exactement, c'est exactement ça, et je me dis: «Bah, voilà, donc si je suis amené à faire, voilà, autre chose, Pour la faire de mieux. voilà, il faudra faire mieux». Je vous ai écouté ce matin, je pense. Ouais. Votre nouvelle aventure avec, Lux Radio. Mmh. Heu, C'était un choix du moment ou du cœur? Les 2, les 2. Ce métier, c'est surtout dans l'audiovisuel, c'est une succession d'opportunités, en fait, et donc voilà, donc il y a eu à la fois l'opportunité et puis aussi le cœur, dans le sens où, là, j'ai commencé à trouver, un certain équilibre intéressant. D'accord.
quelle est la différence entre travailler au Maroc, sur le même domaine du journalisme, Ouais. au Maroc par rapport en Je me France? sens beaucoup plus libre. Étonnant, hein, ce que je dis. C'est étonnant. On dit que Mais le Maroc, on est un petit peu, bah non. par rapport en France, on est un petit peu serré, on est, Bah non. Non, non, faut détrompez-vous. Détrompez-vous. On est beaucoup plus libre ici. alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Mais je dis pas ça, c'est pas de la flagornerie ou d'une certaine hypocrisie sortie de je ne sais où. Non, C'est la c'est ce que je réalité. pense. C'est ce que je pense et c'est ce que je vis. Voilà, je me sens libre. Et comment vous avez trouvé, nos talents, nos jeunes, qui travaillent avec vous? Est-ce qu'il y a une différence? Comment vous pouvez évaluer le jeune marocain, qui débute dans ce monde du journalisme, par rapport à celui qui est en France? Est-ce qu'il y a une différence de compétences? De compétences, non, il n'y a pas de différence. Il y a par contre une différence d'ambition. Je trouve que ici, les gens sont beaucoup plus ambitieux. On a envie d'apprendre beaucoup plus de choses. Alors, c'est toujours difficile de généraliser. Parce que, évidemment, en France aussi, il y a des gens des jeunes qui en veulent, etc., qui sont très ambitieux, et qui vont, j'espère pour eux, réussir dans ce qu'ils font et dans leur carrière. Mais ici, j'en trouve beaucoup plus. Bizarre. En parlant de ce jeune Marocain qui travaille avec vous, s'il nous écoute aujourd'hui, quels conseils, quelles recettes de victoire, de réussite, vous pouvez donner à lui? Alors, c'est pas forcément ceux qui travaillent avec moi, parce que, voilà, mais bon, il y a Un ceux qui échantillon travaillent avec lambda. moi. Mais moi, ce que leur dis toujours, c'est oser. Oser. Mais vraiment Intelligemment. avec un O majuscule, quoi. Bon, intelligemment, bien sûr. Il faut pas aller vouloir faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on aime le foot qu'on va se retrouver en Coupe du Monde. Exactement. On est bien d'accord là-dessus. Donc, il faut savoir ce qu'on vaut, mais il faut avoir des ambitions à la hauteur de ses rêves, de ses envies et de ses rêves. Et ça, c'est très important. Donc, moi, je dis une chose, c'est d'abord, enfin, je dis plusieurs choses. D'abord, dans ce mot oser, c'est d'abord oser demander. Parce que si on ne demande pas, c'est non d'avance. Le seul risque qu'on prend à avoir demandé, c'est qu'on nous dise non. Mais si on ne demande pas, c'est déjà non. Donc, il faut oser demander. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, il faut oser aller taper aux portes. Je ne dis pas qu'il faut être lourd, mais il faut savoir subtilement insister. Et moi, je dis encore une fois souvent aux jeunes même, je leur dis, bah, si la porte est fermée, passez par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, il y a encore le trou de la serrure. Il faut y aller. Foncez. Je vais choisir une question qui est, qui se répond toujours, de nos jours. Le Maroc va abriter la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030. Mhm. Que représentent ces deux événements pour vous en tant que Marocain et quel impact sur la scène médiatique marocaine? Non, ce que ça représente pour moi, c'est évidemment une fierté d'abord. C'est-à-dire que le Maroc va être le centre de l'Afrique et après, plus tard, le centre du monde. Donc ça, c'est incroyable. Et ça, c'est formidable. C'est des opportunités extraordinaires pour tous les jeunes. Faut pas penser que c'est juste courir derrière un ballon. C'est pas que ça. C'est tout le pays qui est en train de devenir, Métamorphosé. de devenir phénoménal, quoi. Qui aurait pensé il y a encore 2 ans, 3 ans, que le Maroc allait organiser, ou co-organiser, il faut être honnête, co-organiser une Coupe du monde de foot? On aurait dit ça, les gens vous auraient regardé avec des yeux gros comme ça en disant: «Eh oh, vous vous débloquez». Bah si, c'est le cas. Ça va être le cas. Donc ça, c'est formidable. Après, sur le plan journalistique, heu, c'est, encore une fois, c'est super grisant. C'est-à-dire que, voilà,
pouvoir participer à sa manière à une CAN ou une Coupe du monde de football, bah, c'est génial, quoi. C'est rare, hein. En général, c'est une fois dans une vie, hein. Exactement. Donc, on va pas bouder notre plaisir, quoi. Faut y aller, quoi. Inch'Allah, Faut grâce y aller. Et je pense que il y a beaucoup de jeunes, et puis il faut pas penser non plus que pour ceux qui veulent devenir journalistes, voilà, ou être dans la communication en général, que ah ben voilà, nous on n'est pas forcément spécialisé en football, donc on va être finalement dehors. Mais non, parce que c'est pas que le foot. Une Coupe du Monde, ou une CAN, c'est pas que du football. C'est 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 plein de choses. C'est socio-économique aussi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça va permettre comme ça d'ouvrir plein d'horizons sur plein de choses. Donc c'est un rêve éveillé de vivre ça. Un rêve éveillé pour toutes les générations et particulièrement pour les jeunes. Ils s'en souviendront toute leur vie d'abord. C'est quelque chose qu'ils raconteront à leurs petits-enfants. Et là, même si il y a eu des Coupes du Monde avant, il y a eu celle du Qatar, par exemple, dont on parle encore beaucoup ici au Maroc, et pour cause. Et c'est normal. Ceux qui avaient la chance d'être sur les terrains, là-bas, quand l'équipe nationale faisait les prouesses qu'elle a fait, ben, eux, ils sont capables de dire ouais, j'y étais. Et ça suscite même l'admiration de plein de gens, encore aujourd'hui. Dire ah bon, et alors, c'était comment l'ambiance, etc. Mais là, c'est tous les Marocains qui pourront dire j'y étais. j'ai Alors, vécu cet événement. j'ai vécu cet événement. Et un événement comme ça se vit bien sûr dans des stades, mais pas que. Ça se vit aussi tous les Marocains. La Quand ferveur. comment La ferveur. La ferveur. Moi qui étais en France à ce moment-là, bah, je peux vous dire que j'aurais vécu d'une chose, c'est pas d'aller au Qatar, c'est d'être ici. Et moi, j'avais envie d'être au Maroc pour vivre avec les autres Marocains cette espèce d'élan extraordinaire, ce mouvement populaire, cette folie collective qui s'est emparée de tout le pays, quoi. Et voilà. Et moi, j'étais chez moi, en région parisienne, et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. J'avais envie d'être ici. Et donc vous, et tous les autres, vous pouvez dire j'y étais. Moi, malheureusement, j'y étais pas. Mais, Alors que là, la Coupe du monde va avoir lieu en partie ici, au Maroc. On pourra tous dire j'y étais. Inch'Allah. Et voilà, et donc il va falloir qu'on participe tous à notre échelle à ce que ce soit un événement qui marque tous les esprits du monde entier. Et ça, on a besoin, le Maroc, je pense, a besoin de toutes les énergies. Toutes. Toutes. Et même, vous savez, la plus petite des énergies, mais qui est aussi la plus puissante. C'est de ça dont a besoin le Maroc. Nia. Voilà. Eh ben, allons-y. Inch'Allah. Noué ou khair, Inch'Allah. Ya Rabbi Amin, pour le Inch'Allah trouver, khair. Inch'Allah. Ya Rabbi Amin. Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur Mbarki. C'est un plaisir. Donc, nous arrivons à la fin de cet épisode. Donc, on s'est pas rendu compte que le temps a filé. Et merci de nous avoir livré un de ces secrets de vos victoires à vous, dans Ma Victoire, ce podcast qui est destiné pour les rêveurs, ceux qui rêvent grand, chaque Fort. jour, Et très fort. très fort, pour avoir des nuits qui ont des nuits plus belles que nos jours. Donc, merci beaucoup, monsieur Mbarki. On a pour vous un petit geste symbolique. C'est une carte de star de foot parce que pour nous, vous êtes une star. Vous êtes l'une des pièces maîtresses de la scène médiatique au Maroc. Merci beaucoup, monsieur Mbarki. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. C'est waouh. Écoutez, merci beaucoup. Je suis très touché. Merci beaucoup, monsieur Mbarki. Ça va plaire à mes enfants. Inch'Allah, ya Rabbi Amin. Allah yahfadhom, ya Rabbi Merci Amin. beaucoup.
Donc, merci beaucoup, chers auditeurs et chers téléspectateurs. C'était Maroc Victoire, des récits pleins d'espoir. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Non, mais merci à vous. Hein, c'est J'espère. non, c'est très chouette. Très, très chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Donc, on beaucoup. se prend juste une photo Allez-y. pour. Vous savez,